Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h. Du 19 au 24 avril dernier s'est tenue en RDC la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. La Guinée y a participé. La direction générale du Conseil guinéen des chargeurs a aussi représenté le pays à la réunion du comité directeur. Il a également été question de la zone de libre-échange continentale africain. Petit à petit, les espaces libérés sur les emprises de la voie publique sont en train d'être réoccupés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a eu aucun réaménagement. Ensuite, le Premier ministre annonçait récemment que ni lui, ni le président de la République n'étaient au courant des opérations de déguerpissement. À Matoto, la mairie, après constat, tente de trouver solution. Au compte de l'angle du jour, nous serons dans la préfecture de Télémélé. Dans cette partie de la Guinée, pas de bitume, un calvaire au quotidien. Faut-il forcément attendre l'État? Non, c'est en tout cas la logique des fils de la préfecture. Ils se sont mobilisés, l'engagement des ressortissants et les difficultés. C'est dans le reportage grand format de Mamadou Sadio Baldé à suivre. Mais d'abord, toutes nos excuses pour l'édition de 20h qui a été interrompue en raison de l'explosion d'un transformateur auquel nous sommes connectés. Plus de peur que de mal au sein des familles dans les alentours. Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Quant aux raisons, il faudra attendre les prochaines heures. Nous vous remercions de votre fidélité. La Guinée vient de participer à la réunion du comité directeur et la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains tenue à Kinshasa en RDC du 19 au 24 avril dernier. Parallèlement à ces assises, le secrétariat général de la zone de libre-échange continental africain a tenu une conférence internationale sur le thème l'UCCA face aux enjeux de la mise en œuvre de la ZLECAf. La Guinée a été représentée à ces rencontres par la direction générale du Conseil guinéen des chargeurs, Idrissa Barry et Amara Alexil. Fondée en 1975, l'Union des conseils des chargeurs africains est un organe spécialisé dans l'Organisation maritime des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En tenant sa 12e assemblée générale présidée par le chef de l'État de la RDC Félix Tshisekedi, l'UCCA compte avec ces pays étudier les mécanismes concourant à la facilitation des trafics commerciaux, à la libre circulation des marchandises entre ses États membres et arrêter des stratégies de faire fonctionner leurs institutions. Ce, malgré les temps difficiles que subissent l'économie mondiale suite à la pandémie de la Covid-19. La délégation guinéenne s'est dit satisfaite d'avoir pris part à cette rencontre internationale. Ça permet d'échanger commercialement entre nos différents pays. Ça permet de revendre les produits du Burkina Faso à la Guinée et vendre les produits guinéens au Sénégal, vendre les produits sénégalais à la République centrafricaine. Donc c'est la promotion du commerce intra-africain. Donc c'est ce qui va aboutir à l'intégration économique totale de l'Afrique. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine de faire une présentation sur les enjeux liés à la promotion du commerce extérieur africain. Les participants, après avoir échangé sur les différentes thématiques, ont fait des recommandations, notamment la création des comités ZLECAf dans tous les pays membres et les conseils des chargeurs doivent être membres actifs de ces comités. Le développement des infrastructures de communication entre les pays. La libre circulation des personnes et de leurs biens dans chaque pays et dans chaque région d'ailleurs. Ensuite, la promotion des aliments nationaux, c'est-à-dire que chaque pays doit avoir sa société de transport maritime. Dans les jours à venir, une délégation du secrétariat général de la ZLECAf se rendra à Conakry pour échanger avec les autorités guinéennes. L'Union des conseils des chargeurs africains compte à ce jour 19 pays membres et 6 pays en attente. Pour l'année 2021, sa présidence tournante est assurée par la RDC et la vice-présidence par le Sénégal.
La commission électorale de recours de la Fédération guinéenne de football était face à la presse cet après-midi. Objectif, délibérer sur les affaires qui ont été soumises à l'issue de la publication de la liste des candidats au comité exécutif de l'instance dirigeante du football guinéen. La commission a décidé d'annuler partiellement la décision de la commission électorale en invalidant la candidature d'Aboubacar Touré et Morlaye Sylla. Suivez. Annule partiellement la décision numéro 002 de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football du 21 avril 2021 portant publication de la liste des candidats pour les postes de président, de premier vice-président et de membres. Déclare invalide les candidatures de M. Aboubacar Touré pour le poste de président du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football et de M. Morlaye Sylla Majo pour le poste de membre du dit comité. Renvoie les requérants à mieux se pourvoir et les déboute de surplus de leurs demandes. Invite la commission électorale et le comité exécutif à prendre toutes les dispositions appropriées conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa 3 du Code électoral et l'article 80 des statuts de la Fédération guinéenne de football. Pour la mise en place du projet contrôle démocratique et de renforcement de la transparence budgétaire en Guinée, CODERET en abrégé, les acteurs de la société civile impliqués dans le processus tiennent leur deuxième rencontre à Conakry. Il est question de renforcer les capacités des acteurs étatiques impliqués dans la gestion budgétaire afin de les amener à mieux communiquer sur le budget et le rendre plus simple et compréhensible. Le projet est financé par l'USAID dans son programme de bonne gouvernance. Le point, c'est avec Ali Badara Kamara et Ibrahim Souri Kamara. Ce sont plusieurs cadres venus des départements du budget, de l'économie et des finances qui ont pris part à cet atelier de formation sur la gestion budgétaire en République de Guinée dans la mise en place du projet CODERET. Un atelier de formation qui a créé un cadre de concertation et de dialogue sur de possibles activités visant à amener les acteurs étatiques impliqués et les organisations de la société civile à collaborer ensemble afin d'améliorer l'information budgétaire. Les thématiques, c'est vraiment comment véhiculer l'information budgétaire au niveau des citoyens, parce que c'est le but vraiment de notre projet. Le projet consiste vraiment à véhiculer l'information, mais de façon systématique au niveau des citoyens jusqu'à la base. Donc nous sommes vraiment en train de travailler avec les OSC. Vous savez que les OSC vraiment, nous sommes vraiment la voix des sans-voix. Donc quand il y a des informations, c'est à nous de relayer au niveau vraiment des citoyens, au niveau des préfectures, des sous-préfectures, et ainsi de suite. Ce cadre d'échange a permis aux acteurs impliqués à actualiser le projet à travers des recommandations faites lors de la première rencontre. Lors de la première rencontre avec les OSC, nous avons présenté le projet CODERET et voir les activités à mener avec eux. Donc il y a eu vraiment des propositions après la première rencontre. Donc nous sommes ici aussi pour vraiment revoir ces recommandations, voir qu'est-ce qui a été fait et voir comment prendre en compte ce qui a été proposé et actualiser vraiment ces différentes recommandations. Il permettra aux citoyens et acteurs de la société civile de se munir des informations relatives à l'élaboration du budget, la répartition et la gestion. Les participants trouvent salutaire l'initiative. C'est une initiative très salutaire parce que par le passé, les citoyens que nous sommes, nous n'avions pas connaissance du budget national. Comment c'est élaboré, le citoyen ne savait pas. Comment c'est géré, le citoyen ne savait pas. Et donc, du coup, si nous participons en tant que citoyens à l'élaboration de ce budget national et que nous ayons les grandes lignes, c'est-à-dire comment les dépenses, comment la répartition est faite au niveau des différents départements et comment la gestion est faite, ça permet d'amoindrir un peu des crises qui peuvent se reproduire au niveau de la nation. En 2020,
Les membres de l'ONG ODIG ont été reçus par la ministre du Plan et du Développement social et économique pour la réalisation des activités allant dans le sens de l'amélioration de la communication budgétaire en Guinée. Les violences post-électorales et ses conséquences, amertume, douleur, impuissance, de la haine parfois chez les victimes. Comment surmonter ces épreuves? Certains leaders politiques évoquent la question de la réconciliation nationale. Celle-ci reste de mise. Une inquiétude bien exprimée par la société civile guinéenne qui peine à créer un cadre de dialogue, dit-elle, par le comportement de certains. C'est un reportage de Djenab Bangoura et d'Ibrahima Souma. Amener le président de la République et sa classe politique à un dialogue inclusif et constructif, c'est l'une des batailles des acteurs de la société civile guinéenne. Mais dans cette dynamique, la déception et la frustration sont les mots notifiés par ces activistes. Aujourd'hui, ils disent avoir du mal à arriver au bout du tunnel à cause des égos des leaders politiques, explique cet activiste. Tout le monde s'est impliqué en Guinée pour qu'une solution soit trouvée. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on constate que les acteurs politiques ne veulent écouter personne. C'est ce qu'il faut dire. Sinon, il n'y a pas de problème sans solution. D'après Elhadji Mamadi Keita, le principal opposant Cellou Dalein Diallo pose de multiples conditions, notamment la reconnaissance de sa victoire, mais également la libération des détenus politiques. Cependant, le coordinateur technique de l'Organisation des acteurs de la société civile guinéenne pour la prévention des conflits électoraux et leur gestion en Guinée donne une autre version. Bien évidemment, on a rencontré l'UFR, bien entendu, et l'UFDG aussi. On a eu par des courriers, on a envoyé des courriers à l'UFDG, même notre cahier aussi on a transmis. Mais il s'est trouvé que l'UFDG aussi quand même a opposé un argumentaire qui disait que pour le moment, notre démarche est une démarche administrative. Ils ne disposent pas des locaux qui permettent de recevoir. Mais de toute évidence, ils respectent, ils apprécient à juste valeur la démarche que nous sommes en train de mener. Dans cette question de réconciliation nationale qui préoccupe des Guinéens, il est du devoir du premier responsable du pays de passer aux actes, explique cet activiste. Cette victoire doit être accompagnée par leur capacité de rassurer les Guinéens par rapport à la justice, de rassurer les Guinéens par rapport à l'équité, de rassurer les Guinéens par rapport à la prise en compte, le traitement des uns et des autres en fonction de leurs compétences et de leur intégrité, non pas en fonction des obédiences subjectives. Pour eux, il revient donc aux dirigeants de soigner toutes ces plaies qui sont, entre autres, la libération des détenus politiques, l'indemnisation des personnes déguerpies dont les domaines n'étaient pas concernés et à la justice de faire son travail. Un rapport sur les opérations de déguerpissement récemment engagées par les autorités a été publié ce mercredi à Conakry. C'est une étude menée entre le 24 et 30 mars dernier par le CNOSC et l'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité. Elle prend en compte les conséquences et les propositions au sujet de cette initiative du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Objectif, interpeller les autorités pour une meilleure compréhension. C'est un rapport d'une vingtaine de pages. Dans son contenu, l'étude qui a porté sur un échantillon de 1117 personnes interrogées si des informations officielles afférentes au déguerpissement leur ont été fournies. 1031 personnes, soit 92, ont répondu par non, contre seulement 88 personnes, soit 8%. La population en majorité n'a donc pas été informée. Et donc face à cela, conformément donc à ce devoir républicain qui était le nôtre, on ne peut pas rester en marge de ça. Et c'est ainsi que nous avons déployé près de 35 enquêteurs dans 5 communes parmi les 7 que compte le Grand Conakry. C'est très important. Ce n'est pas dans tout Conakry. Dans le cas de la région de Conakry, par exemple, on a pris les 3 communes, c'est-à-dire Matam, Dixine, Matoto. Et maintenant, ajouter à cela justement les communes de Koya et les communes de Dubrika. À la question de savoir à quel usage les endroits démolis étaient réservés, le rapport dévoile que 50% étaient destinés aux activités génératrices de revenus et 40% pour les habitations.
ce qui contribue à accentuer également la précarité socio-économique dans le pays, dans un contexte où l'État peine à mettre en œuvre une politique fiable de logement social. Les données révèlent également que les biens démolis sont estimés à 1,91 602 000 francs guinéens. L'objectif recherché par la société civile est de tirer au clair cette affaire. La société civile s'engage avec ses partenaires à accompagner le gouvernement et les collectivités locales dans la conduite de toute démarche visant le processus de l'urbanisation. Elle s'engage surtout à collaborer avec les collectivités locales dans l'identification des projets innovants dans le domaine de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, les opérations de déguerpissement censées donner une bonne image à Conakry et ses environs selon les autorités sont à l'arrêt, ce qui frustre davantage les déguerpis. Justement, les propos du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana concernant le dégagement des encombrants physiques ne restent pas sans conséquences sur quelques artères déjà libérées à Conakry. À Matoto, par exemple, le constat est alarmant. Certains citoyens ont reconstruit les hangars le long de la route, une situation que déplorent les autorités communales de Matoto. Elles promettent de dégager ces nouvelles installations. Suivez ce constat de Marissa Kamara et d'Aboubakar Keke Bangoura. À peine démolis, les citoyens n'ont pas hésité de réoccuper les emprises de la route après la sortie du Premier ministre, chef du gouvernement, à l'Assemblée nationale. À Matoto, ils sont nombreux à reprendre leur activité sur les abords de la route, un comportement que déplore le maire de la commune. Tous ceux qui occuperont les emprises vont être dégagés. Donc si les gens reprennent, je pense qu'ils le font à risque et péril. Parce qu'un domaine de l'État, la société ne veut pas être occupé par un citoyen. Donc on attend la fin du mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence et de pardon. Mais dès après le mois de carême, tous ceux qui ont repris à s'installer sur les emprises, à construire sur les emprises, seront dégagés. Pour éviter le déguerpissement forcé, le responsable municipal invite les citoyens à libérer volontairement les emprises. Moi, c'est une façon d'interpeller ma population, une façon de les conseiller, une façon de faire respecter aussi l'autorité de l'État. Je pense que c'est le seul moyen pour moi, à travers vous, les hommes de médias, afin que les gens puissent respecter ce qui a été dit par l'État. À rappeler que c'est seulement la commune de Kaloum qui a démarré les travaux de réaménagement après le dégagement des encombrants physiques sur les emprises du centre-ville de la capitale. La commune de Dixine, elle, a bénéficié ce mercredi d'équipements et matériel bureautique, un don composé de tables de bureau, de chaises roulantes et d'ordinateurs et bien d'autres. L'initiative est de la Confédération suisse et mise en œuvre par l'OIM. Elle vise à appuyer les structures gouvernementales et non gouvernementales dans le cadre de la promotion d'emplois jeunes et surtout la lutte contre l'immigration clandestine. Alcéné Barry commente les images de Mohamed Al-Hussein Kamara. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'auto-emploi de 200 jeunes vulnérables économiques sans emploi de Conakry, du Breka et Koya. Il vise à équiper les directions communales de jeunesse et les directions préfectorales de ces villes-cités. Le projet est financé par la Suisse à travers son secrétariat d'État aux migrations simples pour une durée de 24 mois. Pour cette étape, c'est la commune de Dixine qui est récipiendaire. Cet appui institutionnel que l'OIM apporte à vos services à travers ce financement de la Confédération suisse se résume comme suit. 17 tables de bureau, 17 chaises roulantes, 36 chaises visiteurs, 8 ordinateurs fixes de bureau de marque Dell, 8 stabilisateurs, 8 imprimantes HP, 8 encres de recharge HP, 10 armoires en bois semi-vitré et 22 cartons de RAM. L'objectif de cet appui est de renforcer les capacités des structures déconcentrées de promotion d'emplois jeunes afin de mieux faire le suivi et la pérennisation des différentes activités génératrices de revenus, mais surtout de lutter contre l'immigration irrégulière.
L'objectif de ce partenaire colle parfaitement avec les missions de la direction et du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, qui est vraiment de faire en sorte que les jeunes s'épanouissent en Guinée, réussissent en Guinée, restent ici à travers des activités génératrices de revenus, à travers l'entrepreneuriat ou alors en tant qu'indépendants. L'OIM espère un changement positif dans le comportement des jeunes et des autorités locales. En les dotant de ces moyens logistiques, nous pensons que le suivi rapproché et continu va se poursuivre sur le terrain, évidemment, pour que les jeunes puissent bénéficier de l'appui conseil de la part de ces responsables déconcentrés qui vont de plus en plus accroître leur présence dans les projets de développement entrepris par ces jeunes. La Guinée se classe 3e parmi les pays qui déversent plus de migrants en Europe, selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. De quoi encourager ce genre d'initiative. Les travailleurs de WAP ont encore manifesté leur colère ce mercredi après le non-respect du protocole d'accord signé le 16 avril dernier. Ils exigent le retrait des anciens membres du bureau syndical des employés. Conducteurs, ouvriers ont tous décidé d'arrêter les travaux jusqu'à nouvel ordre. Reportage Mamadou Pété Diallo, Salifouli Fossissé. Une semaine après la première manifestation pacifique, les travailleurs passent à la vitesse supérieure pour se faire entendre. Ce, après une journée de négociations non abouties entre travailleurs, autorités préfectorales et la direction de l'entreprise. Les travailleurs demandent que les délégués qui sont là, qu'on n'a pas besoin de ces délégués. Et la direction dit qu'elle ne peut pas enlever les délégués qui sont là. Et pourtant, au moment que les délégués là venaient au pouvoir, la direction a dit qu'il ne peut pas travailler avec les délégués là. Parce que les AS là font partie de IGTZ, qu'il ne peut pas travailler avec les AS là. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont payés les délégués syndicats là. Ils les ont corrompus, ils ont donné l'argent à les délégués syndicats là. Et aujourd'hui encore, c'est la même direction là qui nous dit aujourd'hui que c'est les délégués syndicats là qui sont leurs syndicats. Nous sommes sur la route minière de Dapilon. Ici, les employés ont pris d'assaut la route qui mène au port. Ils craignent un licenciement sans aucune réglementation puisque dans les semaines prochaines, le consortium va lancer son premier train minéralier. Un état de fait qui pousse les grévistes à revendiquer jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Le Chinois nous a montré ici, à part de lui, personne ne commande la Guinée ici. Bon, on sait que le 16, si le train bouge ici, si le train commence le travail ici, c'est fini. Ils vont licencier tout le monde. Le Chinois a dit carrément qu'il ne peut pas, sauf le 20 août, élection. Cette grogne a bouleversé activité et circulation ce matin à Dapilon. Des jets de pierre ont été également remarqués entre forces de sécurité et employés. Ces employés pointent un doigt accusateur aux autorités préfectorales qui, pour eux, ont une position prise dans cette affaire. On s'est rencontrés en présence du préfet, du gouverneur et l'inspection générale du travail. Les Chinois nous ont dit que personne ne peut le faire changer d'avis. Il dit qu'il va faire tout ce qu'il veut en Guinée. Donc nous aussi, nous allons bloquer ici jusqu'à l'arrivée de l'État. Pour un retour au calme, Iraj Karamba Girassi s'est rendu sur les lieux pour sensibiliser les manifestants. Ce qui a commencé demande une implication impérative des autorités pour éviter toute violence. Je suis venu intervenir parce que j'ai constaté l'accrochage entre forces de l'ordre et les grévistes. Que les autorités sachent que je ne suis pas du tout content. Ces travailleurs réclament l'application des protocoles signés avec l'entreprise. Au cours des heurts avec les forces de sécurité, 2 personnes ont été grièvement blessées et transportées d'urgence à Kamsar pour des soins intensifs. À quel niveau se trouvent les préparatifs des examens nationaux? Avancent-ils à grands pas? Pour le savoir, une de nos équipes de reportage a sillonné quelques établissements scolaires de la capitale. Partout, les responsables pédagogiques disent avoir épuisé plus de la moitié des différents programmes dans les classes d'examen. Des problèmes, notamment dans les cas de rejet de certains candidats, sont en phase d'être réglés. Suivez le reportage d'André Mossi Milimono et d'Aboubakar Kekebangwa. À moins de 3 mois du lancement des premières épreuves des différents examens nationaux, les préparatifs ne souffrent d'aucune ambiguïté.
C'est du moins ce que nous fait comprendre la DPE de Koya. Le ministre a instruit toutes les directions préfectorales de l'éducation de tout mettre en œuvre, remonter les photos plus tard le 30 de ce mois. Donc nous sommes sur les dernières corrections des photos et les quelques élèves qui restent, nous sommes en train d'achever ces photos. Nous, on a envoyé une grande partie. Nous sommes en train d'achever pour les retardataires. Plusieurs candidatures ont été récemment rejetées par le département de l'éducation nationale. Ici, au groupe scolaire Ben Sekou Silla, ces cas de rejet sont déjà réglés à leur niveau. Ils seraient à la phase des prises de photos des candidats aux examens. Cette année, nous-mêmes à l'Inter, on a rejeté 10 candidats. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait 11e spécial ailleurs. Ils sont venus chez nous pour faire la terminale. Et on a trouvé qu'il y a 2 ans seulement. Donc ils sont d'une session qui n'est pas commode. Nous avons remonté la liste à temps, nous avons remonté les résultats des évaluations. Nous avons fait les évaluations du 15 au 20 mars, qu'on a corrigé. Le 25, on a déposé la brochure. Ensuite, le 30, nous avons procédé à la prise de photos. Au groupe scolaire Icône d'Afrique, dans la commune de Ratoma, la plupart des disciplines enseignées dans les classes d'examen ont dépassé la barre des 50%, selon la direction de l'école. Depuis le mois de décembre, même pendant les congés de Noël et les congés de Pâques, nos candidats sont restés à l'école avec les enseignants. Nous travaillons dur. En ce qui concerne maintenant la terminale, ou disons les terminales, à peu près, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous sommes à 60% de l'exécution du programme. Donc, si je ne m'abuse, d'ici les 3 mois, si Dieu le veut bien, tout va se passer très bien, Inch'Allah. Ces acteurs de l'éducation nationale se disent satisfaits du fait que l'année scolaire en cours n'a souffert d'aucun empêchement, contrairement aux années précédentes. La Guinée a ratifié l'accord de Paris sur le climat, mais respecte-t-elle vraiment ses engagements? Dans le pays, des mangroves sont agressées, des cours d'eau disparaissent sous l'effet des mines, le bois est coupé de façon abusive et des milliers de fours de charbon restent actifs à l'image de celui d'Alassane Conté que Mamadou Salouba et Amara Alexila ont filmé sur la route de Forêt-Carrière. Suivez. Des centaines d'arbres abattus, calcinés au nom de l'agriculture sur brûlis. Nous sommes à Dembaya, entre Forêt-Carrière et Moussaya, dans le domaine d'Alassane Conté qui compte faire ici un champ de riz. Mais pour l'instant, il consacre son temps à une autre activité aussi dangereuse pour l'environnement, le charbon. En tout cas, nous ne savons pas si cela peut occasionner la sécheresse, mais nous sommes habitués à cette pratique. Le paysan ignore-t-il les conséquences de son activité? Sait-il qu'en brûlant cet espace, ce sont des milliers de vies qui se retrouvent calcinées, piégées dans les flammes? Une certitude, des centaines de personnes trouvent leur vie dans le charbon au mépris des textes de loi, souvent par manque d'activité. On est habitué au charbon. Le gaz, nous en voulons, mais on n'a pas les moyens. Intérêt égoïste ou question de vie, pour cet environnementaliste à qui on a montré ces images, c'est une catastrophe, une incompréhension dans un pays qui a ratifié l'accord de Paris sur le climat, mais qui peine à réagir de façon concrète. Nous disposons d'importants textes pour la protection de l'environnement, mais l'applicabilité fait défaut. La Guinée disposait il y a peu de temps plus de 2 400 000 hectares. Mais selon les chercheurs qui s'investissent dans le cadre de l'environnement, la Guinée déboise près de 100 000 hectares par an. Et de 1964 en 2020, vous verrez que nous avons déboisé près de 1 600 000 hectares. C'est vraiment une catastrophe qu'il faut vite rectifier. Rectifier à travers la promotion du gaz, des cochards, le papier, le respect des textes de loi, car plusieurs fleuves, plusieurs cours d'eau sont menacés et risquent d'affecter ce qui était alors un véritable réservoir carbone.
Un nouveau club littéraire voit le jour dans le paysage littéraire guinéen. Il s'agit du club Djibril Tamsir Niane. Son lancement officiel a eu lieu ce mercredi à la Maison commune des journalistes. Pourquoi la création de cet espace littéraire et quels sont les objectifs? Nos reporters Justin Leno et Alcénie Camara y étaient pour Espace TV. Et le professeur Djibril Tamsir Niane a commencé très jeune déjà. Lui, à moins de 30 ans, il était déjà très connu. Il avait sorti déjà Sujata, l'épopée Mandin. À la Maison de la presse de Conakry ce mercredi, les membres du club littéraire Djibril Tamsir Niane observent une minute de silence à la mémoire du feu écrivain Djibril Tamsir Niane. Ce club, qui porte désormais le nom de l'éminent écrivain guinéen, lui rend hommage pour sa contribution à l'émancipation de la littérature africaine. L'objectif vraiment est de faire beaucoup de Djibril Tamsir Niane en Guinée et faire amener les jeunes aussi, les replonger dans la lecture. Le nouveau club littéraire Djibril Tamsir Niane a été créé le 26 mars 2017. Il vient pour former les jeunes afin de contribuer à la qualification du système éducatif guinéen à travers la lecture. Permettre aux jeunes élèves et étudiants d'apprendre pour comprendre, comprendre pour agir et agir sans attendre, car la jeunesse c'est l'avenir et il n'y a pas d'avenir pour celui dont le présent est détruit. Le président de l'Association des écrivains de Guinée salue la création du club littéraire Djibril Tamsir Niane. Il se souvient encore de celui qui porte son nom. Nous, en tant qu'écrivains, nous sommes très fiers. Vous savez, un écrivain, dès qu'il publie, il a épousé ce que je vais appeler l'intemporalité, la transtemporalité, l'immortalité. Dès que vous publiez, on n'a souvent pas besoin de donner votre nom à quelqu'un. Non, votre livre est là. Sundiata là, et ça a été fait quand moi j'étais, je crois, en 2e ou 3e année de l'école primaire. A rappeler que le club littéraire Djibril Tamsir Niane est une initiative des jeunes ambassadeurs de Guinée. Ils se retrouvent 2 fois par mois pour discuter autour du livre. La préfecture de Télémélé est située à moins de 300 km de Conakry. Pas de bitume depuis plus de 10 ans. La route n'a pas connu des retouches. Actuellement, plusieurs points sont hors usage. Sur une contribution des fils de la préfecture, le col de Louba est sur le point d'être refait. L'engagement des ressortissants et les difficultés, c'est dans ce reportage grand format de Mamadou Sadio Baldé. Depuis 2 ans, ce pont s'est affaissé. 2 ans pendant lesquels les usagers souffrent le martyre. Un pont de fortune pour une solution de fortune. Si les petites voitures et les engins de 2 roues peuvent passer sans problème, les gros porteurs par contre doivent attendre la décrue pour forcer le passage. Il y a énormément de ponts qui se trouvent dans une telle situation, également aussi au niveau de terrassement. Nous sollicitons en tout cas du gouvernement la réfection de cette route. Même si ce n'est pas le bitume, mais au moins qu'il y ait un reprofilage, qu'il y ait un rechargement, qu'on arrive à refaire les ponts. D'autant plus qu'avec les aménagements de Soapeti, il y a une petite piste qui a été réalisée jusqu'au niveau de Kasseri, et nous sommes à une dizaine de kilomètres de Kasseri. De Télémélé à ce point, c'est à peu près 40 km. On aurait dû continuer le reprofilage jusqu'au centre-ville. Les pannes sont récurrentes. Apparemment, le moteur de ce véhicule n'a pas fait bon ménage avec l'eau du marigot. Un mécanicien est déplacé pour le dépannage. Sur initiative des fils résidents et ressortissants de Télémélé, des vastes travaux de réfection du col de Louba sur la route nationale 24 ont été entrepris pour assurer la fluidité de la circulation. Cette partie de la préfecture de Télémélé, située à cheval entre la commune urbaine et la commune rurale de Gougouye, est formée par une succession de collines et de virages qui ont longtemps endeuillé des familles et causé des dégâts matériels importants.
À ce jour, autorités locales et citoyens élargis à certains opérateurs économiques travaillent d'arrache-pied pour morceler cet obstacle. Ceux qui peuvent payer 20 ou 40 francs, ils n'ont qu'à amener. Si Bobo met 1 milliard, n'empêche que tu fasses ta contribution de 100 francs. Les jeunes de Télémélé dépassent 500 000 personnes. Si chacun verse 25 000, on aura 25 millions de dollars. Ils ont fait 500 000 personnes. Ils ont fait 500 000 personnes. Si mon bon m'a dit 25 000. Si mon calme m'a dit 25 000. Arrête de marier 25 millions de dollars. Arrête de marier 25 millions de dollars. Le dégagement, le compactage, la réduction des pentes, l'élargissement des virages et l'ouverture des caniveaux pour un coût total de 450 millions de francs guinéens étaient prévus au départ. Le lendemain, les ressortissants et les résidents se retrouvent pour faire le point sur la situation financière. 100 francs peuvent entamer une relation entre un gestionnaire et un financier. Total 184 117 000 francs guinéens. Ce qu'on a eu à Télémélé, à Conakry et à l'extérieur équivaut à 308 732 500. 308 732 500. Le montant initialement prévu est infiniment petit par rapport à l'envergure du projet. Il a tout de même eu le mérite d'amorcer les travaux, mais il faudra faire encore plus d'efforts. 450 millions, Wawata et Golan de Louba entièrement. Donc il faut en précision, voilà. Parce qu'il faut déjà normal. Les 450 millions ne peuvent pas couvrir tous les travaux que nous voulons. Mais on a franchi un grand pas. Pour un travail consistant, il faut un béton armé. Il est temps de se souder les coudes et surtout d'être cohérent et réaliste dans la projection des programmes. À chaque étape, à chaque phase, il faudrait qu'on ait un programme concis. Ce programme concis, c'est des plans d'investissement, c'est la sensibilisation, c'est l'acceptation, c'est la bonne cohabitation des uns et des autres. On remercie de l'État qui nous permet de circuler librement. On remercie les populations guinéennes de Télémélé, Wombe extérieur et intérieur. On a décidé pour aider Télémélé. On fait un pied d'abord. On garde. Si le premier résultat est bon, on va continuer tout Télémélé sur les 14 sous-préfectures. On va libérer. On va aider. Ce que se demande les gens de Télémélé, vous les jeunes, les bouillés, les enfants, les responsables, arrêtez ennemis entre vous ou travaillez ensemble. Le préfet qui a présidé toutes les rencontres, au-delà de la bravoure des citoyens, rappelle le rôle joué par le gouvernement pour rendre la préfecture plus attrayante. Le champ, c'est le champ du gouvernement, c'est le champ de l'État. Tu ne peux pas cultiver le champ de quelqu'un sans son accord. Donc, et l'accord a été accompagné d'encouragement de la part du gouvernement. On aspire toujours à l'amélioration. Quand je veux parler du courant, parce que Soapiti est là, nous voulons avoir Soapiti. Nous voulons avoir le courant de Soapiti. Quand on a le courant de Soapiti, tout est terminé à Télémélé. Retour sur le site pour réexaminer les travaux, faire un bilan à mi-parcours, apporter des corrections. Il sera question de la mise en place du béton armé sur tous les points critiques afin de minimiser les souffrances des usagers. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.